Les attributions du gérant. Il est entendu qu'en tant que mandataire social, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi réserve expressément aux associés. À l'égard des associés, il accomplit les contrats conformes à l'intérêt social, c'est-à-dire les contrats qui sont conformes au développement, à la pérennité, à la croissance de la société. Une limitation de pouvoir contenue dans les statuts est possible. Il peut être en effet prévu que les actes les plus importants soient soumis à une autorisation préalable des associés. Il est entendu que cette limitation de pouvoir est inopposable au tiers de bonne foi et que la mauvaise foi n'est pas constituée par la seule consultation des statuts par les tiers. En revanche, les pouvoirs à l'égard des tiers sont appréciés au regard de l'objet social. Il est entendu que la société est engagée pour les actes entrants, dépassant ou même étrangers à cet objet social, c'est-à-dire qui n'a rien à voir avec l'activité. En revanche, il pourra être envisagé d'engager la responsabilité personnelle des gérants. Vous avez un exemple de clause limitative de pouvoir. L'exemple est d'évoquer, par exemple, que dans les rapports avec les associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société. Toutefois, et sans que cette clause puisse être opposée aux tiers, ni invoquée par eux, il est convenu que tout achat ou vente d'un immeuble ne pourra être réalisé sans avoir été autorisé au préalable par une décision des associés en AGO, à la majorité absolue, à la majorité des 2 tiers, à la majorité des 3 quarts. On peut varier ces clauses, et puis il conviendra de pouvoir ajuster ces clauses limitatives de pouvoir suite à une consigne donnée à l'examen pour ajuster selon la volonté des parties pour les pouvoirs du gérant. Le cas du déplacement du siège social sur le territoire national est de la compétence du gérant, sous réserve, attention, dit-on, de la ratification à la prochaine AGO à la majorité ordinaire, majorité absolue. En l'absence évidemment de ratification, la décision du gérant, l'initiative du gérant devient caduque, elle tombe. En revanche, si le siège social change de pays, la décision doit être prise en AGE à l'unanimité. Les devoirs du gérant. Les pouvoirs étendus du gérant impliquent qu'il ait aussi des devoirs. Il a un devoir de loyauté, une gestion loyale, diligente, avec un devoir de confidentialité, de moralité. Il doit respecter le principe de spécialité, il doit en effet respecter ses pouvoirs dans le cadre de la limite des statuts, le cas échéant. Et puis, évidemment, il doit pouvoir réunir les associés au moins une fois par an, notamment pour l'approbation des comptes. Et oui, il a l'obligation de rendre compte. À cet égard, il établit l'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport sur les conventions réglementées. Il a l'obligation de convoquer la GOA pour l'approbation des comptes dans un délai de 6 mois à compter de la clôture de l'exercice. Et enfin, le gérant a l'obligation d'assumer sa gestion et à cet égard, il engage une responsabilité tant civile que pénale, voire fiscale. La responsabilité civile. Les gérants, si toutefois nous sommes dans une collégialité de gérants, sont responsables individuellement ou solidairement, on rencontrera le terme in solidum également. La responsabilité, selon les cas, est envers la société ou envers les tiers, quand il existe soit une violation de la loi, règlement, violation des statuts ou une faute de gestion. La responsabilité civile est engagée sur le fondement de l'action individuelle ou de l'action sociale. Elle repose toujours sur la preuve d'une faute, encore appelée d'un fait générateur, d'un préjudice et d'un lien de causalité. L'action peut être personnelle, à l'égard des associés ou à l'égard des tiers, quand il y a une faute du gérant qui est commise à l'occasion de ses fonctions pour un dommage causé personnellement. La responsabilité du gérant peut être engagée à l'égard de la société, auquel cas les associés exercent la fameuse action civile. L'action est intentée au nom et pour le compte de la société, soit par le nouveau gérant, par un associé ou par un groupe d'associés représentant au moins 1/10 du capital. Sachez que l'action en responsabilité se prescrit par un délai de 3 ans, soit compter la réalisation du dommage ou de sa révélation en cas de fraude. Sachez que la responsabilité n'envisage que le gérant de droit et que le gérant de fait engage aussi sa responsabilité, mais cette fois-ci non pas sur la responsabilité civile contractuelle, mais extra-contractuelle,
qui est posée à l'article 1240 du Code civil et contraint le dirigeant de fait d'octroyer des dommages-intérêts à la société. En cas de collégialité de gérants, le juge va déterminer la part contributive de chacun dans la réparation du dommage, mais la victime, en application de la règle de la solidarité, pourra obtenir de l'un d'eux la totalité de la réparation totale du dommage, à charge pour le gérant sollicité de se retourner contre les autres gérants pour leur réclamer leur part. Il est entendu que, comme tout mandataire social, ils engagent leur responsabilité pénale. Cette responsabilité pénale sera examinée à la dernière partie. La responsabilité vise aussi bien le gérant de droit que de fait. Et il s'agit, en ce qui concerne l'objectif de la responsabilité pénale, de réprimer un comportement antisocial qui constitue soit une infraction de contravention, de délit ou de crime. Sachez enfin que la responsabilité peut être fiscale. Et le gérant qui, par des manœuvres frauduleuses ou l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales, a rendu impossible le recouvrement d'impositions quelconques et de pénalités dues par la société, peut être condamné personnellement au paiement de ces impositions et pénalités.